t'es un musicien. Oui. On va commencer par la base. Ouais. T'es un musicien. T'as quel âge en... J'ai 18 ans. Là, t'es rendu à 18. Ouais. Puis à 18 ans, t'as été finaliste des Francs ouvertes. Ouais. Et là, la fin de semaine prochaine, sûrement au moment où le podcast va être publié, ça va être déjà fait, tu vas faire ton premier set à Hochelaga. Ouais. Et t'as fait aussi, là, si je me trompe pas, le FEQ. Non, j'ai Non. pas fait ça. Non, c'est quoi? Mais c'est un autre festival que t'as fait, mais oui, en fait, je m'en vais faire le festival des Montgolfières de Saint-Jean. Ah, c'est ça, ok. Je pense que À je me trompe. Miou. C'est la même affaire. C'est la même, ouais, exactement. Montgolfière, les plaines d'Abraham. C'est ça. Non, mais oui, c'est ça, je vais faire Hochelaga. Mais ça, tous ces festivals-là, c'est grâce au fait que je me suis rendu en finale des C'est grâce Francs ouvertes, au dans le Francs fond. C'est grâce au Franco. C'est les prix Okay, cool. gagnés au Franco Ok. qui font que je me rends là. C'est pas, tu sais, Hochelaga qui me boucle, là, mettons. Mais Ok. Hochelaga offre un prix aux Francs ouvertes. Mais c'est quand même cool. C'est comment pour toi, mettons, justement, qui fait de la musique depuis très jeune, d'aller avoir, on dirait, ces espèces de petites étapes-là, de cocher comme artiste? C'est très bizarre, en fait, parce que c'est vrai que, étant donné mon âge, le moment entre je vais voir Hochelaga, je vais voir les Montgolfières, je vais voir le FEC, puis je me dis, aïe, je suis vraiment très loin de ça. Puis le moment où j'y suis, c'est super rapproché dans ma vie. Tu sais, mettons, genre, l'été passé, genre, je me suis inscrit au Francouverte sur un coup de tête comme ça. J'avais aucune idée de ce qui pouvait se passer là-bas. Ah ouais? Même que ça me tentait pas vraiment. Je suis pas un gars de concours. J'haïs la compétition, surtout dans la musique, dans l'art. Mais j'ai décidé de le faire, puis il y a des amis puis mes parents qui ont fait comme « OK, tu t'inscris. » Puis... Qui t'ont comme un peu forcé ouais, puis finalement, puis j'ai été pris, puis là, juste être pris puis faire comme le Lion d'Or, genre, c'était malade, là, tu sais, j'avais jamais joué ailleurs qu'à mon école secondaire, dans des petites salles, peut-être, tout ça. OK. Puis, Fait que ça a été ton premier comme gros show produit. Ben, c'est ça a été mes premiers gros shows, puis là, je fais la demi, puis là, je fais la finale, puis je suis comme « Oh my God », ça s'est passé très, très vite. Puis les opportunités qui viennent avec ce concours-là, je les avais sous-estimées, là, clairement. Je veux dire, c'est incroyable. Là. Il y a des prix tous les festivals au Québec donnaient des prix pour des prestations. J'ai gagné, il y a le 5 000 $ de bourse, Andréane Sasseville, que j'ai remporté à la finale, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé pour payer des musiciens, starter des projets, avoir des idées, puis être capable de comme imaginer quelque chose de plus sérieux. Okay. Fait que tout ça, j'avais aucune idée que ça existait vraiment, tu sais, en embarquant dans ce projet-là. Fait que ça a été une belle et grande surprise. Mais là, juste, tu me parles de Hochelaga, puis je suis comme... Je réalise pas vraiment encore que je m'en vais faire ça. Puis je réalise pas, en fait, vraiment c'est quoi faire ce festival-là, tu sais. Puis tu me parlais de mon check un peu, puis je suis comme... J'ai pas encore de liste de check. J'ai l'impression que c'est Non, juste, effectivement, mais c'est que je me dis, tu sais, autant, mettons, nous, comme dans le milieu de l'humour, on dirait des espèces de cases, des fois qu'on se dit, mettons, je sais pas, j'ai fait juste pour rire, j'ai fait un gala, j'ai un one-man show. Ben, tu sais, je me demande... Est-ce qu'en musique, ben là, tu dis que t'en as pas vraiment, mais... Ben, clairement, quand tu prends un pas de recul sur le truc, puis tu fais « Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Oui, c'est cool en portrait global, mais tu sais, c'est vraiment... Tu te rends compte aussi que... C'est ça ma grande réalisation ces mois-ci, là, c'est comme le monde de la musique, puis surtout de la relève musicale, c'est un tout petit monde, puis... Au Québec, on est quand même chanceux parce que les gros événements donnent quand même une certaine place à la relève tout le temps. Ouais. Fait que c'est comme ça depuis... On a comme un historique de ça au Québec. Là. La relève est beaucoup projetée dans les médias quand même, plus que d'autres disciplines en musique. Fait que ça, j'en bénéficie aujourd'hui puis je suis quand même très content là, de ça. Je veux dire, c'est incroyable que moi, je partais de rien. Là. Moi, j'avais un petit fanbase au secondaire, mettons. J'avais sorti 2 EP, genre, de monde qui savait un peu j'étais qui au secondaire, puis un peu autour, mettons, ça Rive-Sud, où j'habitais chez mes parents. Mais le fait d'avoir fait les Francouvertes, puis d'avoir ces opportunités-là, bang, en sortant de là, puis tu sais, ça a duré 3 mois, les Francouvertes, là, en 3 mois, je suis passé de comme un no-name carrément à... Encore un no-name, mais là, j'ai des opportunités de... Ben, c'est que, mettons, dans le milieu de la relève, ton nom commence à se passer. C'est ça, puis je me fais des amis, puis je me fais des contacts, puis là, je commence à faire comme, si j'ai besoin d'une pochette d'album, je sais un peu qui appeler aujourd'hui, puis si j'ai besoin d'un réal, je sais un peu qui appeler. Ce que j'avais pas avant de faire ça. Fait que ça, c'est le plus grand cadeau, en fait, de ce concours-là. C'est de créer un entourage de créer un contacts. entourage, parce que j'ai toujours beaucoup eu la volonté de faire ça, puis de sortir des trucs, puis d'y aller, puis de foncer. Mais tu réalises aussi en rencontrant des artistes qui s'entourent, qui sont très... Je pense à
Je pense à Velours Velours, là, mon ami Raph, qui est devenu un ami aussi à travers ce processus-là, qui s'entoure de façon exceptionnelle, puis ça donne des choses incroyables. Mais c'est ça, fait que quand tu regardes ça, puis là, tu réalises qu'il faut que tu sois patient, qu'il faut que tu fasses une recherche sur tes arrangements, sur tes trucs. T'sais, il y a plein de choses que j'ai réalisées comme ça en côtoyant des professionnels, que j'avais pas l'occasion de faire avant. Fait que ça, c'est clairement un plus. Puis là, faire Oshéaga, c'est cool. Mais tu sais, je joue à 2h15 à la scène des arbres. Non, là, c'est ça reste un spot de il y aura début. personne avec des lighters, là, je veux dire. Ouais, c'est ça, on n'est pas sur les grosses scènes. Mais c'est le trip de le faire, puis le trip de vivre l'expérience globale de tout ça, tu sais, je veux dire. Puis souvent, c'est juste d'avoir un pied dedans, c'est de faire Exactement. comme... J'ai été là une fois. J'ai été là, puis là, venez me voir là, ceux qui sont là déjà, puis du monde qui puis aussi s'est rencontré son public aussi, c'est du monde qui aurait peut-être jamais pensé aller voir ce show-là. Là, ils sont là, ils pre-drink, puis c'est qui ce gars-là, on va aller voir, puis ils me voient en show, puis nous autres, on donne le maximum qu'on peut. Fait que, clairement, ça peut juste être du positif. C'est ça qui est cool dans le vibe des festivals aussi, découvrir du monde, découvrir des artistes. Exactement. Moi-même, je le fais, là. Puis on n'arrête jamais de le faire, même quand on est artiste. J'imagine toi en humour, tu sais, je veux dire. T'aimes ça, découvrir des humoristes, t'aimes ça aller rire dans des salles encore. Mais autant humoriste, mais j'aime aussi découvrir des artistes. Clairement, oui, dans c'est plein ça. d'autres domaines. Exactement, puis c'est la curiosité, mais moi, ce que j'apprends en ce moment, c'est à, justement, comme tu as dit, mettre le pied là-dedans, rester quand même assez tranquille, regarder qui je peux, à qui je peux faire confiance, qui je pourrais aller chercher dans le futur pour un projet. Tu sais, je fais mes petites observations comme ça, puis j'essaie de quand je fais une prestation, donner mon maximum parce qu'elle m'a été offerte là, ces temps-ci. Là, c'est toutes des prestations qui m'ont été offertes à cause d'un concours. Fait que de pas le prendre pour acquis puis faire jamais prendre rien pour acquis aussi. C'est ça que j'apprends en ce moment. C'est fucking important. Ouais. C'est vraiment important, je trouve, comme leçon. Vraiment. Moi, j'ai eu facile quand même en musique dans mon adolescence, mettons, parce que j'ai commencé jeune puis parce que ça a donné que j'avais un certain talent à la guitare puis genre pour écrire des tunes puis dans une école secondaire, il n'y en a pas 1000. Tu fais de la musique depuis combien de temps? J'ai commencé... C'est un parcours un peu up and down. Là. J'avais comme 4-5 ans, j'ai joué du piano, des cours de piano. Je détestais ça, j'ai arrêté ça. Après ça, j'ai commencé la guide vers comme 11-12, comme plus 10 genre en 5e, 6e année du primaire. Puis j'ai pris à peu près une demi-année de cours, puis je suis parti on my own. Puis j'ai adoré ça à partir de ce moment-là. Je me suis remis au piano il y a à peu près 2 ans. Fait que là, je joue comme de la guitare et du piano. C'est pas mal mes 2 instruments. Puis j'ai composé des tunes, puis ça a donné qu'à cause de Secondaire en spectacle, qui était un concours secondaire que j'ai fait à tous les ans, en fait, mais que j'ai remporté la locale puis la régionale en secondaire 3 avec une compo. Je me suis rendu au Pan québécois de secondaire en spectacle. Fait que là, c'est les gagnants de toutes les écoles. De toutes les écoles du Québec qui se retrouvent dans une poly. Genre, nous autres, c'était à Gatineau cette année-là. Wow. J'ai rencontré William Gravel qui a fait la prise de son et mixé, master, mon premier EP. OK. C'est là que j'ai rencontré, puis il a fait comme... On s'est texté. Tu sais, c'est vraiment souvent comme ça que ça se passe, honnêtement. Là. Mais on a jammé un soir là-bas à Gatineau, puis... On s'est texté après, comme, puis il m'a dit, viens, j'ai un home studio chez nous, viens enregistrer les trucs. Ça a donné mon premier EP. Puis j'ai toujours eu cette pulsion-là de créer puis de sortir ça. C'est ça que j'essaie de me départir aussi aujourd'hui, mais ça, c'est un autre sujet. Puis est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà, mettons, une batch de chansons écrites, que là, ça fait, OK, j'ai l'opportunité d'avoir quelqu'un qui le réalise? J'en avais, mais je te dirais que... Puis ça, c'est comme un pattern que j'ai. J'ai souvent beaucoup de chansons, puis là... Quand vient le temps de les enregistrer, je veux plus les faire. Puis je veux faire celles que je viens d'écrire, puis tout ça. Mais avec Will, c'était mes premières tunes, là, où je pensais à un full band thing, là, des arrangements, drums, tout ça. Fait que là, avec William, moi, je connaissais rien. Je suis encore super pas bon là, dans un studio. Là. Je peux pas travailler avec... Je peux pas travailler mais en même temps, ça doit être angoissant comme monde, là. Surtout si, mettons, t'arrives dans des studios professionnels, t'as un dude qui fait ça depuis... qui a 8 ans, gossé sur des machines, puis toi, tu vois ça. C'est ça que j'aimais avec Will, c'est que c'était vraiment... très, très à la bonne franquette. Puis, tu sais, lui, il gossait après ses affaires, puis il apprenait en même temps que moi, là, il aimait ça faire de la prise de son, il aimait ça faire... Puis il avait son projet solo aussi, mais on apprenait ensemble, on avait vraiment du fun, on se mettait pas vraiment de limites, puis ça a donné comme 5 tunes, puis là, on a crissé ça sur un album, puis j'ai sorti ça, mais j'ai sorti ça en secondaire 4. Fait que... Quand même, ouais. Ben, c'est ça, puis genre, je pense que c'est
à partir de ça que je me suis build une confiance comme artistique, mais en même temps, quand j'en suis sorti du secondaire, j'ai sorti 2 albums, un en secondaire 4 puis en secondaire 5, des EP, des mini-albums. Ça, c'est le premier, c'était Bleu clair? Bleu pâle. Bleu pâle. Puis en secondaire 5, à la fin de mon année secondaire 5, Nous aurons toujours le ciel. C'est ça, OK. Qui est sorti aussi. Ça, j'ai enregistré ça dans le sous-sol de mon drummer encore aujourd'hui, Gabriel. Puis on a fait ça à 2, puis c'était un peu le même vibe de création puis d'enregistrement que l'autre. OK. Avec très peu de matériel, aucun budget, juste du fun, puis du travail. Puis ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Qui sonne quand même... ça sonne pro. Qui sonne comme un... Oui, qui sonne pro parce que celui-là, on l'a fait aussi mixé par un mixeur. Okay. Puis qui a pu corriger certaines des nombreuses fautes qu'on avait fait. mais j'assume aujourd'hui ces albums-là dans le sens que c'est pas ce que je préfère jouer. J'ai beaucoup... Quand je les écoute, je suis comme « Oh my God, t'aurais pu faire ça, t'aurais pu faire ça. » Mais je pense que ça, c'est... De toute façon, c'est quand même assez j'ai l'impression que c'est comme la malédiction de tout artiste. Là. J'ai l'impression que c'est rare. J'ai l'impression que c'est rare un artiste qui regarde son matériel d'avant puis qui est comme « Ouais, ça bottait des culs. » C'est ça, tu sais. Ben, quand t'écris des pans de ta vie puis quand tu les mets comme dans l'infini puis dans l'univers pour le reste de ta vie, ben c'est sûr que t'es un artiste, mais t'es un humain aussi. Puis l'humain grandit en même temps que l'artiste. Ça me fois, il y a un décalage. Ça me fait penser, je sais plus avec qui j'en avais parlé, mais c'était un collègue humoriste que... Parce que nous, en tournée de l'école de l'humour, il faut qu'on fasse le même texte pendant genre 5 mois. Ouais. Puis il y a un moment donné, je me retrouvais justement dans la tournée, puis j'étais comme... Je sais même plus pourquoi je le fais, ce texte-là. Ouais. On dirait que ce que je dis, c'est vide. On dirait que je le ressentais pas. Ouais. Puis il y a un de mes amis qui m'a dit « Ouais, mais tu sais, tu changes comme humain. » C'est clair que l'humain qui change, après, tu peux pas y faire redire les mêmes affaires avec la même intensité émotionnelle. C'est ça. Mais je pense que ce qui est difficile en musique, puis là, je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais je pense que ce qui est plus difficile en musique, c'est que les gens s'attachent... Tu sais, mettons, en humour, les gens s'attachent à un style, les gens s'attachent à une dégaine, les gens s'attachent à une façon de faire sortir tes phrases, tu sais, puis à ton style humoristique. Puis en musique, quand les gens s'accrochent sur une toune, ils veulent cette toune-là. C'est la toune. Ouais. Fait que là, si t'es plus down avec la toune, bonne chance. Puis il y a des gens qui traînent des tunes qui. Il y a tellement d'histoires de band, genre, je pense Oasis, là, que eux, Wonderwall, à chaque fois qu'ils chantent en show, ils sont comme, on est obligés parce que le monde sont venus voir ça, mais ils ont envie de se tirer une balle. Ou Radiohead avec Creep. Aussi, genre, c'est la même chose. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que si tu décides. Puis là, c'est pour ça qu'avant de sortir des nouveaux trucs, pour moi, j'ai comme un changement de mentalité dans ma création, puis dans mon processus de travail, c'est de réfléchir à ce que je veux faire pour pas que ce soit intemporel pour moi, mais pour que le résultat soit digne de ce que je peux amener, puis que ce soit le maximum que je peux faire avec ce matériel-là, tu sais. Ça sonne vrai, puis ouais, en fait, ça, je le répète souvent, mais si c'est vrai au moment où je le fais, je vais l'assumer dans le futur, tu sais. Si mon texte, je le ressens vraiment, si mes arrangements, c'est ça que je voulais faire à cette époque-là. Je veux dire, tous les artistes ont des albums qui sont comme ouais. Ça, c'était pas celui. Ouais. Mais, on a essayé des affaires, c'est pas tout que l'endé. Mais souvent, des fois aussi, c'est ce qu'on s'attend pas, puis les gens trippent sur telle tune qu'on pensait pas, puis les gens trippent sur tel album que nous autres, on est comme « Ah, mon Dieu! » Mais c'est faut accepter ça, puis continuer. Puis dans le fond, si on fait de la musique pour nous, on le fait aussi pour le public, parce que c'est eux autres qui nous font vivre, au fond. Fait que si les gens trippent sur des tunes que toi tu trippes plus, c'est aussi, pour moi en tout cas, c'est aussi un certain devoir d'en faire une partie en show, puis de continuer à les rouler pour faire plaisir à ta gang. Puis parce que c'est de la performance à un moment donné. Exactement, là. Faire mieux passer ton nouveau stock aussi. Là, je veux dire, si ça m'est arrivé d'aller voir des shows dans ma vie où le band sort un album, puis là, ils font comme 10 tunes sur 12 de leur nouvel album que personne connaît, puis tout le monde est comme, bon, ben... Ouais, pourquoi j'ai payé le billet, ouais. En fait, t'es un peu déçu. Fine, comme, je comprends la décision artistique de faire, non, moi, c'est ces tunes-là que je trippe, mais faut quand même que tu balances, puis que tu essaies de faire plaisir aux gens tout en te faisant plaisir à toi, puis des tunes, ça se change d'arrangement, puis ça se change de... Je veux dire, tu peux faire une version acoustique, tu peux tout faire avec des chansons, fait que tu peux continuer à les chanter puis les mettre à ta sauce aussi, là. C'est pas un problème. Mais il y a de quoi je trouve intéressant dans le truc de la démarche, parce que là, justement, entre ton premier puis ton deuxième, il y avait 1 ou 2 ans... 1 an. Ouais. 1 an d'écart, ce qui est quand même
quand même rapprochés. Ouais. Mais ça a été quoi, selon toi, les grosses différences entre quand t'as produit le premier et quand t'as produit le deuxième? La mentalité derrière, en fait. Quand j'ai produit le premier, j'avais sorti une chanson sur les plateformes de streaming qui s'appelait Debout, qui était une chanson guitare-voix que j'avais fait chez un oncle, Grégoire Pinchot, qui travaille en musique depuis 20 ans. Mais... Shout-out à Grégoire. Shout-out à Greg. Yes. Merci, Greg. Puis on avait eu bien du fun, mais tu sais, j'avais comme 15 ans, là, genre... Shit. Ma voix est encore là, vous irez écouter... Ben, le moins possible, en fait, mais... La meilleure publicité, allez écouter... Non, pas tant, mais allez... Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est là. Fait que faites ce que vous voulez avec, mais c'était la seule affaire que j'avais sortie. À Bleu Pâle, là, j'étais comme... OK, on fait des tunes, puis là, on avait vraiment du fun. On était 2 en studio, on avait tous les instruments devant nous, on faisait ce qu'on voulait. C'était vraiment de la création totale, en liberté. Puis on n'avait pas... Avant, comme la 4e tune, on n'avait pas l'idée d'un album, là. On était comme, on fait des chansons en ce moment, puis on sait pas ce que ça va être, puis on fait juste se mettre aucune barrière, puis on fait ça. Fait qu'il y avait pas de direction. En fait, il y avait aucune direction, il y avait aucune direction artistique là-dedans, il y avait pas de pensée, on réfléchissait pas à ce qu'on faisait vraiment sur le fly, qu'est-ce qu'on voulait. J'écrivais des paroles, il y a des paroles des couplets qui se retrouvent sur Bleu Pâle que j'ai écrites 15 secondes avant de rec la voix, là, parce qu'il manquait un couplet. Fait. Oui, c'est des tunes qui me parlent, qui sont vraies, je pense, avec moi-même, parce que c'est des sujets quand même que je vivais à cette époque-là, une peine d'amour, puis ces affaires-là, mais... C'était pas réfléchi comme processus. Ouais. C'était pas construit comme, mettons, un verse de Kendrick Lamar. Là. Non, vraiment pas. C'était pas... c'est ça. Puis avec Nous aurons toujours le ciel... Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on y a plus réfléchi. Là, j'étais avec Gab. Gab, c'est vraiment mon homme de confiance en musique. C'est mon drummer aussi. Il agit comme à titre de gérant pour moi aussi beaucoup. Il m'aide avec tout. Il me reproche quand je suis en retard. Toutes ces choses-là. C'est important. Si vous êtes quelqu'un qui commence en art, là, trouvez-vous un ami qui vous tape ses doigts. Ouais, exactement. Avec qui vous êtes down, qu'il fasse juste genre ça, yo, faut que tu sois tête. Ça prend un gars comme ça pour vrai, en qui t'as confiance, puis que t'aimes, puis que t'es comme, ben pour vrai, si je fais de quoi que tu trouves inacceptable, dis-moi là. Genre. Ouais, exact. Si je suis pas tête, dis-moi là. Parce que c'est la pire affaire là, quand t'as du monde. Tu sais, quand tu vois du monde qui deviennent populaire super rapidement, puis que là tu vois que leur entourage, ça devient les yes men. Là, non, que ça devient les comme, ah non, mais tout est beau, tout est cool, tu fais bien, puis c'est comme, ce gars-là va crasher rapidement. Puis ça vient de toi-même aussi, d'une certaine façon. Moi, j'ai tendance à plus me puncher moi-même. Je sais c'est quoi mes défauts, je sais qu'est-ce que je fais de mal, je sais comment je peux m'améliorer en tant qu'artiste puis en tant qu'humain. Fait que genre, rendu là, si les autres sont rendus à me le dire, c'est parce que je le sais en esti. Juste me le faire dire par une personne en qui j'ai confiance, c'est bon, ça me ramène à la réalité. Mais pour le deuxième album, on avait pas tant plus de direction, mais on en a eu plus quand même. On savait plus où on s'en allait. On avait les 6 tunes dès le départ. On les a enregistrés d'un bout à l'autre. On a fait les arrangements, on savait un peu où ce qu'on s'en allait, mais en même temps, là, on était limité au niveau du matériel. Si j'avais eu le matériel que j'ai aujourd'hui, mettons... dont genre la bourse de 5000 $. Dont genre la bourse de 5000 $ de feu Andréane Sasseville. Merci Andréane Sasseville, ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça a tombé avec mon déménagement en plus, ça a été le fun. Oui, parce que là, t'es rendu à Montréal. Ouais, je suis à 25 minutes d'ici à pied. En fait, je suis dans Schlag. Ah, yeah, le Schlag. Ouais. T'es-tu sur Hochelaga, mon quartier? Non, je suis... Non, mais le groupe Facebook, Hochelaga, mon quartier. Non, je sais pas c'est quoi. T'es pas sur... Oh, mon Non, ça Dieu. fait 2 mois que je suis là, j'apprends encore. C'est une merveille des internets. C'est comme un genre de... C'est juste un gros groupe public. Genre, Ouais, kind of, mais c'est vraiment juste un gros groupe public de tous les habitants d'Hochelag. Puis, tu sais, mettons, justement, là-dedans, il y a, je sais pas moi, du monde qui vont publier « Ah, il y a un événement à telle place cette fin de semaine. » Il y a genre des chats perdus, puis des besoins de chats perdus. Mais je pense que l'affaire que j'aime le plus, c'est les posts de quelqu'un qui est comme « J'ai entendu des coups de feu, coin Sainte-Catherine, telle affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? » Puis là, t'as juste plein de monde qui réagissent, mais qui donnent aucune réponse. Qui sont comme « Moi aussi, je les ai entendus. » Same! C'est magique cet endroit-là. Je vais aller voir ça. Hochelaga, mon quartier, là, c'est un cas. Ou genre, mettons, du monde qui.
vont demander c'est quoi la meilleure poutine sur Ontario. Okay. Puis là, juste quelqu'un qui va être écrit mange des hot dogs à la place. C'est ça. Ça devient comme un genre c'est pas ça ma question. Ouais, c'est ça. C'est comme un festival juste pour rire sur le web de quartier. Puis surtout, si t'habites à Hochelaga, mon quartier, faut que t'ailles là. Ah ben malade. J'en parlais à mes colocs aussi, mais je suis encore en train de découvrir ce quartier. Mais je pense que je suis vraiment bien tombé. Là. Je suis dans mes cordes. Oui. Surtout, j'habite à côté de la station Préfontaine. C'est vraiment... Il y a plein d'artistes, là. Vraiment, genre... Beaucoup d'artistes qui vivent là. C'est tranquille, c'est ensoleillé. Ouais. C'est joli. T'arrives à un bon été aussi. Oui, c'est ça. Un bon été en chest, mais un bon été. Ouais, c'est... On n'avait pas la clim là, les 2 premiers mois au 3e étage. Ah, si, c'est la pire affaire. C'est vraiment rough, mais souvent les gens nous demandaient comment vous faites pour vivre sans clim au 3e étage. Puis on répondait, on fait pas. Ben, c'est ça, vous êtes comme... C'est la survie rendue là. C'est ça. C'est juste le corps qui se met en mode faut que je trouve une manière de me rafraîchir. Tu bouges tes membres, puis là, t'es comme... Moi, c'est surtout comment t'as fait pour dormir depuis que t'es arrivé. Ça, c'est épouvantable. C'est 3e... Mais en même temps, c'est tellement... En même temps, j'étais tellement dans l'euphorie du déménagement. C'est mon premier déménagement, je veux dire. C'est ma première fois que je vis sans mes parents, je veux dire. C'était quand même... Ça coïncidait, les canicules coïncidaient avec des moments très heureux où on dormait peu aussi. Fait que, ok, ouais, que c'était le party. C'était quand même un peu party, un peu bohème. Là, c'est quoi l'affaire, mettons, que en ce moment, le plus gros défi que tu réalises depuis que t'habites seul? Ben, seul, t'as des colocs, là, mais... Ouais. Je te dirais... ben là, j'ai pas le goût de faire mon Pierre-Yves McSween, mais je te dirais le facteur argent. Là. Le budget. Je te dirais que c'est quand même assez... c'est stressant pour moi, mais parce que je suis pas un gars stressé par ça à la base. Je fais comme, ben, on s'arrangera. Mais, puis je suis très... Je suis pas dépensier, mais on dirait que je réalise pas, puis je dépense de l'argent beaucoup. OK, puis, c'est pour des événements, c'est parce que je suis un gars qui aime bien manger, bien boire, bien... Je suis un bon vivant, fait que ça va vite, là, je veux dire. Puis là, je réalise après 2 mois que, ça... Le problème, c'est que toi, t'es pas stressé, mais le proprio, lui, il l'est. Ben, c'est ça, peut-être un peu plus, mais coloc aussi. Mais ouais, ben c'est ça, là, j'ai été comme... Puis aussi, la musique, c'est un milieu instable aussi, là. En ce moment, j'ai pas d'emploi à l'extérieur de la musique. J'ai été capable... C'est ça, là, tu fais juste 100% Là, je fais 100% ça, mais après, ça se peut qu'en août, j'aille travailler au Tim Hortons. Je sais pas encore comment ça va se passer. Ça va dépendre de mes contrats, parce que je suis aussi guitariste pour un artiste qui s'appelle Dan George McKenzie. Un Inou qui a fait les Francouvertes aussi cette année, que j'ai rencontré là. Puis qui m'engage pour des shows dans des festivals autochtones. Mais c'est vrai, ça, c'est le genre de gig qu'on pense pas souvent, mais c'est que, ben, premièrement, est-ce que c'est bien payant, justement, de te faire engager comme le musicien d'un autre artiste? C'est beaucoup mieux payé que moi en tant qu'artiste. Que juste toi, projet solo. Oui, parce que moi, en tant qu'artiste, mettons qu'on me donne un cachet de 750$ pour un spectacle. Moi, j'ai 5 musiciens à payer, des déplacements, des repas. Ouais, c'est ça. Je paye pour jouer la majorité du temps en ce moment. Encore à ce point-ci? Oui, oh shit. Clairement. Là, ou si j'arrive even, mais c'est vraiment sur le bord. Malheureusement, tu sais, des fois, je fais des gigs. Là. Récemment, j'ai fait un show pour un tournoi de deck hockey à Varennes. Comme 1 heure de cover. Tu sais, c'est quand même, je veux dire, c'est un truc simple pour moi. C'était des covers de quoi, genre les Boys? Classiques. Non, mais des covers classiques. J'ai joué du Bob Bissonnette, ces affaires-là, tu sais, puis comme, c'est du Oasis, Beatles, genre. OK. Des gros classiques. Puis, tu sais, ça m'a pris 2 heures à prendre les tunes. Je crisse mes feuilles de texte, là. Puis, c'est beaucoup mieux payé que mes trucs à moi, genre, tu sais, en tant qu'artiste solo, là. Shit. Puis c'est avec ça que je paye mon loyer, c'est avec mes contrats de musicien, genre. Ouais, parce que j'imagine que c'est pas les streams Spotify qui te permettent de te faire la palette. Ben, en fait, je te dirais que ça, j'ai un discours... Ben, personnellement, j'ai un discours un peu changeant par rapport à ça, parce que moi, je suis 100% indépendant en ce moment dans mes trucs. Fait que tout l'argent que je fais par rapport à mon distributeur de musique, qui est TuneCore, il te revient à toi. DistroKid, comme tout ça, il me revient 100% à moi, tu sais, à part le petit pourcentage qu'ils se prennent. Mais ce qui est difficile dans le streaming, en fait, c'est quand il y a une compagnie de disques derrière, quand il y a 6 étages de monde à payer avant l'artiste, puis là, il te fait 100$. Mais tu sais, moi, je fais... Mais ça, c'est intéressant.
Parce qu'on dirait qu'on n'arrête pas d'entendre le discours que Spotify paye mal les artistes. En fait, oui, clairement. Je veux dire, clairement, si tu rapportes ça à la vente de disques à l'époque, genre, ça n'a aucun rapport. Là. Quelqu'un qui vend 100 000 disques, il est multimillionnaire. Ouais, non, exact. Tu sais, dans les années 90, mais... peut-être pas multimillionnaire, mais... j'ai aucune idée de quoi je parle en termes de chiffres, mais moi, personnellement, tout ce que je peux dire, c'est que moi, personnellement, c'est quand même un montant assez régulier à tous les mois. Okay. Parce que aussi, j'ai quand même pour mon âge, pour ce que j'ai sorti, j'ai quand même la chance d'avoir beaucoup de gens, beaucoup d'auditeurs mensuels, mettons. Comparé à ce que d'autres, mettons, de mon niveau pourraient avoir pour plein de raisons. Mais dans le sens que, mettons, ce que je trouve weird, c'est qu'il va y avoir des artistes qui vont, mettons, avoir une audience mensuelle plus élevée que la tienne, qui après vont chialer justement de comment mais Spotify, on fait pas d'argent avec. Mettons, moi je signe demain pour une maison de disques. Clairement, tu fais plus assez. Je fais plus une calice de scène avec le streaming, là, je veux dire. C'est sûr que non, là, je veux dire. Oh shit. Les droits voisins. En tout cas, il y a plein de choses comme ça qui existent qui font que la maison de disques, il faut qu'elle se paye aussi. Je veux dire, si elle finance ton album, si elle finance ta tournée, si elle finance ton hôtel. Faut qu'elle rembourse son investissement au minimum. Elle rembourse son investissement, puis ça fait partie des choses. Fait que c'est pour ça que quand Pierre Lapointe va dire à la disque que ça n'a pas de bon sens parce qu'il a fait 500$ avec son album en streaming, il y a beaucoup d'étages derrière Pierre Lapointe qui se payent avec cet argent-là. Puis oui, les compagnies de streaming devraient augmenter les oui, ça reste des multimilliards. 0,003 sous par écoute. Là. Exact. Ça n'a pas de bon sens, mais je pense pas que je retournerais aux années 90. Là. Moi, personnellement, je pense pas. Moi c'est malheureusement ou heureusement, c'est le streaming qui m'a permis de rentrer dans ce monde-là. C'est la facilité avec laquelle j'ai pu crisser ça à toutes les oreilles du monde. C'est l'accessibilité qui change la game. Après ça, si on décide d'avoir l'accessibilité et l'argent qui vient avec, ben là, on est au paradis. Là. Exact. Mais ça, il faut que les gouvernements agissent. Là. Moi, je suis d'accord avec Pierre Lapointe là-dessus. Là. Ouais, c'est ça. Il y a des réglementations qui se passent. C'est pareil avec... J'avais fait une story Instagram récemment parce qu'il y avait quelque chose qui m'avait comme effrayé. J'avais vu une story d'une artiste américaine qui avait dit stream mon album, c'est sorti hier uniquement sur Amazon Music. Ah ouais, que là, t'as des exclusivités de j'ai fait, fuck, ça se passe déjà avec le cinéma, les séries, tu sais, on a plein d'exclusivités, on est obligé d'avoir comme 14 plateformes si on veut écouter toutes, genre. Ouais. Tu sais, uniquement sur HBO, uniquement sur ça. Là, je suis comme, s'il arrive ça avec la musique, mais ça avait déjà commencé, il y a Tidal quand ils sont sortis, que t'as comme... Tu sais, eux, la prémisse, c'était, justement, nous, on paye mieux les artistes. Fait que là, il y a comme plein d'artistes qui avaient mis... Je pense pendant un moment, Jay-Z avait mis toute sa discographie exclusive sur Tidal. Ouais. Mais là, justement, le monde a chialé de comme, ben là, on veut pas commencer à payer 40 000 calices de plateformes. C'est ça, puis pour moi, ça tue l'art, là. C'est ridicule. Le but de l'art, c'est que le plus de gens le voient, je veux dire. Puis s'il y a des retombées qui viennent avec, tant mieux. Moi, j'ai vraiment cette vision-là. Je le vois pas comme un business. Encore aujourd'hui, je le vois comme vraiment une façon de rétablir un peu une certaine harmonie dans la population. C'est vraiment comme... Pour moi, l'art, la musique, l'humour, ça peut être plein de choses, mais c'est pas une façon de s'enrichir ou c'est pas une façon de privilégier une compagnie plutôt qu'une autre. Je trouve ça ridicule de penser ça comme ça, puis malheureusement, on est dans le système dans lequel on est, mais si on commence à avoir des exclusivités d'albums en musique, ça va être l'enfer. Là. Je veux dire, moi, j'ai le goût d'écouter le nouvel album d'Adèle. J'ai pas le goût de payer 14$ de plus par mois pour écouter le nouvel album d'Adèle. Ouais. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est pas tant du nouveau. Là. C'est quelque chose que... Juste, ça me rappelle la fameuse... le fameux moment quand U2 avait droppé son album sur iTunes. Sur toutes les hosties de téléphone. On avait juste l'album de U2, on était comme, mais j'ai pas le goût d'avoir l'album de U2. J'en veux pas. Pourquoi tu me pousses U2 alors que d'habitude j'écoute genre du rap ou de l'électronique? C'est comme... Mais je pense que c'est-tu Apple Music ou c'est-tu Apple ou c'est U2 qui avait décidé je pense que c'était un deal entre les deux. Genre, sûrement que c'est, mettons, je sais pas... Apple qui a approché U2. Il y a peut-être du monde dans les commentaires qui vont pouvoir nous dire l'histoire complète, là, mais j'ai l'impression que c'est ça. C'est Apple puis U2 qui ont fait un deal de hey, on sort un nouvel album, on veut avoir de l'exposure. En ce moment, Apple, c'est la nouvelle compagnie techno à la mode. Fait qu'on va faire que notre album va être sur tous les appareils Apple automatiquement. Ouais, mais c'est clair que c'est mieux de choisir que de se faire imposer. Mais... De base. En même temps, moi, je ferai jamais, ça je peux le promettre, là, genre, je ferai jamais de deal avec
une compagnie de streaming en particulier ça amène quoi pour les auditeurs? Ça amène quoi pour le monde qui écoute? Est-ce que c'est positif? Non. C'est positif pour qui? C'est positif pour la grosse compagnie qui ramasse déjà des milliards de dollars et pour l'artiste qui se fait payer par la compagnie pour puis on dirait que l'affaire qui est poche là-dedans, c'est qu'on dirait que je pourrais le voir si, mettons, la compagnie que produisait une expérience d'écoute unique. Ben, c'est ça. On dirait que l'exemple que je me dis avec ça, c'est, tu sais, il y a eu une mode pendant la pandémie des shows virtuels sur des jeux vidéo, genre. Ouais, Tu sais, un artiste qui produit une expérience grâce à un jeu, ben là, c'est sûr que l'expérience va être unique à cet endroit-là, parce que c'est eux qui ont mis le risque, c'est eux qui ont produit l'affaire. Clairement comme à la télévision, là, carrément. Exact. Là, genre, telle émission est uniquement là parce qu'ils ont eu l'idée. Que, mettons, TVA produise le show live de telle personne qui va être diffusé uniquement sur TVA. Ça, je le comprends à 100%. Puis après, il va être dispo sur Internet de toute façon de nos jours. Là. Aussi, c'est comme... 100%, mais même si on trouvait une manière qui soit exclusif, on dirait que là, je comprendrais parce que ils ont pris le risque de proposer cette expérience d'écoute qui est unique. Mais l'affaire comme justement YouTube ou Tidal ou tout ça, c'est que c'est des albums que t'aurais sortis anyway. Ouais, puis de toute façon, c'est pas la plateforme de streaming qui prend le risque de produire l'album. Pas en tout. C'est toi. Y a aucun hostie de rapport avec ça. Eux autres, c'est des entremetteurs qui font que tout le monde l'a dans les oreilles. Exact. Mais eux autres, là, en réalité, leur travail est relativement simple, là, puis ils font beaucoup d'argent pour ce qu'ils proposent. Puis oui, on les place très haut parce qu'on dit, ben s'il n'y a pas Spotify, il n'y a pas cette visibilité-là pour tous les artistes du monde. Puis on peut pas écouter ce qu'on écoute en ce moment, certes, mais les coûts de production, puis les risques, puis tout le travail qui est derrière un projet artistique, ça fait qu'on l'oublie quand on met Spotify en haut, parce que Spotify, c'est une compagnie capitaliste qui cherche à faire de l'argent. C'est plate, mais c'est ça, tu sais. Puis surtout que Spotify, on s'entend, leurs avantages, c'est une belle plateforme. Ah ouais, c'est ça. Mais plein de gens sont capables de faire une belle plateforme. Ouais. Et un bon algorithme. Ouais, exactement. Leurs deux forces sont là-dedans. Ils ont un algorithme qui font que tu vas découvrir du monde, puis ils ont une belle plateforme qui est simple à utiliser. Mais je dis pas qu'on peut vivre sans ça non plus. Je veux dire, moi, je suis bien content là, d'avoir mes 4000 tunes dans mon cell tout le temps, puis que c'est connecté avec whatever. Mais est-ce que ça bénéficie pour le public? C'est qui écoute les chansons? C'est qui écoute les films puis les séries? C'est qui... Tu sais, quand le documentaire sur les Beatles est sorti, puis que c'était Disney Plus en exclusivité, je veux dire, je comprends, mais là, tout le monde était comme, je veux voir le style documentaire, mais j'ai pas Disney Plus. Puis là, tout le monde s'est mis à payer Disney Plus pour un mois pour checker ou emprunter le compte de quelqu'un qui a Disney Plus. Ouais, c'est ça. Puis je suis comme, mais c'est ridicule, c'est niaiseux. Mettez-vous ensemble, splittez les profits, puis vous allez faire bien plus de cash, limite, là. Tu sais? Puis ça bénéficie pas aux consommateurs. Je dirais même pas consommateur, je dirais au citoyen, à la personne, à l'humain qui veut se nourrir d'une œuvre, de devoir faire un casse-tête pour comme payer 14 sites pour aller voir ses affaires. Je trouve c'est ridicule. Ben, on pense clairement pas à la personne qui écoute en ce moment. Ben, juste le plus drôle là-dedans, c'est... Parce que, tu sais, mettons, aux États-Unis, t'avais Netflix qui, pendant un moment, avait le monopole. Là, ça a commencé à casser. Moi, ce que je trouve très drôle, c'est au Québec. Au Québec, aussitôt que le streaming a commencé à apparaître, tout de suite, t'as eu 14 compagnies qui ont voulu faire 4 plateformes différentes. Puis là, t'avais tout.tv, là, t'avais Novo qui avait sa plateforme en ligne, t'avais genre TVA qui a voulu transformer Illico qui marchait plus en plateforme de diffusion. Puis là, il y avait même... Ben, tu sais, nous, à l'appart, là, juste, on a... Moi, j'ai tout.tv de mes parents, ma coloc a Elix, Netflix, on a Disney+, Puis là, tu checkes le bill à la fin du mois. Puis là, tu sais, c'est pas si grave. Il y en a qu'on partage avec nos parents, mettons, mais tu checkes le bill à la fin du mois. C'est ridicule, là. Ça n'a pas d'allure. C'est quoi mon utilisation de ces plateformes-là? Je veux dire, oui, j'écoute des séries, mais c'est bien rien qu'une à la fois. C'est ça. Je veux dire, ouais, exact. On devrait... C'est que pour que ton investissement vaille la peine, il faudrait que tu écoutes 24 heures sur 24 des séries sur 14 plateformes différentes. Ça, t'achètes juste un antivirus et tu pirates toutes tes shit. Ben, c'est pour ça, faut retourner à l'ère de la piraterie. Non, mais faut retourner à l'ère de Pirate Bay. Ça, c'était la bonne vieille époque. Moi, je suis pas bon là-dedans, mais là, pirater des affaires, ben, je sais pas ce qui est plus moral, là, genre faire des exclusivités pour des contenus. Consommation morale. Exactement. Et voilà. Révolution! Il y a un petit drapeau rouge autour du cou. Ouais, exact. PA, on le voit pas, là, mais il est habillé tout de rouge. Ouais. Puis il a un petit maillet, puis une petite serpe. Exactement. Ouais,
C'est bien ça le nom des 2 outils? Oui, bien joué. Parfait. Serpe? Yes. C'est une serpe, me semble. Ouais, le petit couteau, Le petit couteau, de oui, demi-lune. Le petit couteau il est encore sur le drapeau chinois, ça. Ça? Oui, il me semble. Ouais. Oui, il est encore sur le drapeau chinois. C'est ça. Ouais, On va vérifier. on va avoir une PA vérification. Une PA vérification superbe. PA qui Google. Yes, il est encore sur le drapeau. C'est ça, dans l'étoile. Ok, parfait. La Chine, qu'on aime tant. Ensuite, là, j'essaie de replacer. Ah oui, parce qu'on est comme parti des francs ouvertes. Puis Ouais, on c'est a ça, ben, on peut retourner. explosé sur bien des Pas de affaires. problème. Mais parce que moi, je me demande comment, pour un concours comme ça, ça a été quoi ta préparation? Parce que là, comme tu as dit, il y a du monde qui t'ont poussé, qui ont fait comme, hey, vas-y, inscris-toi. Mais là, t'es inscrit, tu fais la première ronde. C'est quoi ton minding pour te préparer au concours? Ben, je te dirais que pour moi, les francs ouvertes, c'est l'affaire la plus big que j'avais jamais fait de ma vie. Fait que tout au long de ce processus-là puis de ces étapes-là, j'étais un peu pas vraiment là. Ok. Puis j'avais pas assez de tête pour comme faire, on va faire ça, puis tout va être calculé. Puis tout. Fait que j'ai vraiment procédé comme je procédais depuis toujours en musique, c'est-à-dire, quel tune on fait, on va faire ça, puis ça. Ok. Tu sais, comme carrément. Fait que non, il n'y a pas eu vraiment de préparation singulière, je te dirais. Là. Ça a été comme je me prépare pour un spectacle d'habitude. C'est plus avant le show, mettons, que là, c'est stressant. Parce que là, t'as l'aspect média, t'as l'aspect concours, l'adrénaline t'as l'aspect... Il y a rentre. d'autres bands qui jouent le même soir que toi. Ça va être quoi le classement à la fin? C'est vrai, tu sais, ceux qui disent qu'on y pense pas, on y pense tous, là, je veux dire. Ben oui. T'as beau le dire, je veux pas feel comme si on est dans un concours, c'est sûr que tu feels comme si t'es dans un concours parce que t'es en demi-finale, tu sais, je veux dire, pourquoi pas rêver, pourquoi pas dire je pourrais me rendre, tu sais. Ouais. Puis surtout que, ben c'est ça l'affaire qui me gosse des concours. C'est que juste le fait que t'es dedans, ça te met dans cette mentalité-là. C'est sûr, T'es clairement. obligé parce que sinon, pourquoi t'es là, tu Puis sais? ce que tout le monde te dit, puis ce que tu essaies de te dire aussi, c'est que j'ai déjà gagné, je suis là, j'ai déjà gagné. J'étais en demi-finale, j'ai déjà gagné. Ouais, mais c'est quand même décevant de perdre là, dans la vie, je veux dire. Puis je te dirais que les francs ouvertes, quand j'ai réalisé les prix qu'ils donnaient, les opportunités que ça venait avec, c'était pas tant de perdre le concours, c'était plus de faire comme aïe aïe. Je pense que j'ai confiance en moi pour que, mettons, chez Aga, je suis capable de donner une bonne performance. Je suis capable de faire, si tu me donnes l'enregistrement d'un single, je sais qu'est-ce que je vais faire avec. Genre là, j'étais rendu dans ce mindset-là, j'étais comme, crime, ça serait le fun de gagner des prix qui pourraient me propulser. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Puis il y en a beaucoup au Francouverte, on est chanceux. Les artistes, là, il y en a eu pour tout le monde, là, carrément. Là. Surtout, il y a de quoi que je trouve cool des francs ouvertes. Je commence à découvrir ce concours-là puis ce milieu-là. Mais ce qu'on dirait que pendant tellement longtemps, on pensait que les seuls concours de chant au Québec, c'était genre, ben tu sais, t'avais le Festival de la chanson de Granby, qui est aussi une grosse institution. Ouais. Mais tu sais, mettons, on pensait que c'était la Voix pis Star Academy. Que c'est comme des chanteurs, tu sais, tous des chanteurs qui sont un peu dans le même moule. Ouais, exactement. Mais alors que là, on dirait qu'avec les francs ouvertes, autant il y a, mettons, des chanteurs, compositeurs, interprètes dans ton style, tu vas avoir des rappers, tu vas avoir des artistes. Je me demande, y a-tu même des DJ aux francs ouvertes? Je pense qu'il y en a eu par le passé, mais c'est plus permis. En fait, il faut s'accompagner d'un instrument. Obligatoirement. Obligatoirement une fois dans son set. OK. Puis, mais tu sais, il y avait... cette année, il y avait qui? C'est quoi donc? Xela Enna et Eius Eko, qui était un duo de dance un peu... je te dirais que c'est du dance, c'est de l'électro, c'est de la musique électronique. OK. Puis il était deux, une fille et un gars, puis le gars il est comme derrière la console, il fait du DJ un peu. OK. Puis la fille chante, puis il y avait une choriste puis un bassiste. Puis c'était vraiment très dance, vraiment très on bouge, musique de club un peu, tu sais. OK. Mais en français avec des textes intéressants, fait que ça c'est, tu vois, il y avait autant ça que Zach Boileau qui fait mettons du folk un peu mais c'est ça très qui est très nice. planant, country legit. Ouais. D'avoir tous des styles de même. Ah, exact. Puis c'est ça qui devient difficile aussi à la fin. Puis c'est là que tu décroches de l'aspect concours. Moi, j'étais en finale, puis là, j'ai fait comme, non, oublie ça. Tu sais, t'avais Rose qui fait du soul jazz. En même temps, puis même... Moi qui fait du pop rock, puis tu sais, Aude qui fait de la musique électro-rock, tu sais, vraiment un peu. Mais même, on ramène ça à une étape avant, tu sais, on a connu les deux secondaires en spectacle. Ouais. Hey, le nombre de fois dans cette compétition-là que tu vas te faire dépasser par une petite fille qui fait le 40e cover d'Évangéline. Ouais, c'est sûr. Nous autres, c'était... Moi, je pense à mon bon ami. Comme Aïe, c'est tellement drôle, ça, que tu parles de ça. Je pense à mon bon ami Louis-Julien Dursault, qui a fait secondaire en spectacle comme 5 ans en humour, genre.
puis qui gagnait à chaque fucking fois, puis tu sais... Ben, pour de vrai, parce que des fois, c'est juste, t'arrives avec de quoi qui n'est pas, genre, une chorégraphie faite entre deux cours d'éduc, puis tu gagnes. Il y a une année qui a animé, puis qui a pas fait le concours, puis j'ai gagné. Il t'a laissé la place. C'est super drôle. Il t'a passé à la POC. Ouais, c'était comme, Louis est pas là cette année, Chris, tout le monde se regardait. C'est notre chance. C'est notre année. C'est notre moment. Mais bon, ouais, c'est drôle. Ouais, secondaire en spectacle. Mais ça, je te dirais que secondaire en spectacle, là, avec le recul, je suis comme, c'est le fun, mais il y a pas beaucoup de catégories qui gagnent, là, je veux dire. Ouais, puis pas juste ça, on dirait que je trouve ça poche que quand t'es jeune, la première affaire qu'on te dit, genre, l'art peut être... Tu sais, on dirait que c'est le premier exemple de l'art peut te mener à quelque chose à l'école. Ouais. Tu sais, que l'art peut te mener... Tu sais, mettons, le sport, t'as des compétitions, t'as des tournois, t'as des grosses équipes. Mais on dirait que la première affaire artistique qu'on dit, à part, mettons, l'impro, c'est une compétition. Ouais. On dirait que la première fois qu'on te dit, toi, en tant qu'artiste, on peut te donner une valeur, mais malheureusement, ça va être contre d'autres personnes, puis il va falloir que tu battes les autres personnes. C'est vraiment... pour que tu aies une valeur très artistique. intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant parce que dans le sport, c'est ça. Dans le sens... En fait, le sport... La prémisse du sport, c'est la compétition. Ben, la prémisse du sport, c'est un duel ou genre, tu sais... C'est basé sur la guerre, là, quasiment. Là, je veux dire, même le curling, il y a de la compétition. Même le curling, il y a de la compétition. Fait que, tu sais... Mais l'art, il me semble qu'on essaie de le rentrer dans cette catégorie-là, alors que pour moi, il n'y a aucun rapport avec ça. Je veux dire, l'art, moi, je crée pour moi, puis je crée pour les gens qui aiment ça, puis il y aura toujours des gens... Si tu fais ton art de façon vraie, puis si tu y mets tout ton cœur, c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui... Puis si tu as du talent, c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont aimer ça. Ben oui. Et pourquoi le rentrer en compétition? Puis en même temps... Je pense que, mettons, les Francouvertes, la compétition, c'est bien juste un prétexte pour donner des prix puis faire connaître du monde. Ouais, exact. S'il n'y a pas de compétition, on appelle ça des vitrines, puis des vitrines, il n'y a pas grand monde qui vont voir ça. Ouais, il y a ça qui est triste, en fait, c'est qu'on dirait qu'à chaque fois, on se demande pourquoi on fait pas juste exposer, puis c'est comme... Ouais, mais le problème, c'est que le monde vont pas voir ça. Exact, puis les gens aiment l'aspect thrill de la compétition aussi, genre, Chris, il en reste juste 6 dans le classement, genre, c'est qui que tu préfères, toi? Il y a aussi un truc de public qui est intéressant de dire à travers la compétition, là, il y a des gens qui t'ont vu une fois, puis là, c'est toi leur préféré, fait qu'ils reviennent te voir, fait que tu te crées un espèce de public, puis l'aspect vote du public aussi est intéressant, dans le sens, les Francouvertes, c'est 50% vote du public, 50% vote des juges. OK. Fait que ça a été ça à chaque tour. C'est quand même intéressant. Après ça, t'as toujours du monde qui chiale. Puis là, c'est l'aspect compétitif qui fait qu'il y a du monde qui chiale. Que si lui, il y a une plus grosse crowd dans la salle, fait que c'est sûr qu'ils vont la faire passer. Les jeux, j'avais mis 3 étoiles, mais il y avait 100 personnes qui étaient là pour lui, qui ont toutes voté pour lui. Les affaires de même. Mais... c'est quelqu'un qui perd va tout le temps trouver une raison pourquoi il a perdu. C'est ça que je me dis. Puis de toute façon, je pense que moi, j'y allais. Moi, je suis persuadé que j'y allais avec la bonne attitude. Puis je suis persuadé que la majorité des gens qui ont fait les Francouvertes cette année y allaient avec la bonne attitude. C'est une question... C'est sûr qu'il va toujours avoir du monde qui vont vouloir gagner à tout prix puis être frustré si ça arrive pas. Moi, je pense que l'art, si on revient à ce qu'on discutait avant, l'art, c'est une façon d'exprimer des choses qui peut rejoindre des gens. C'est tout, genre. C'est pas... Puis en même temps, comme je te disais, tu peux pas comparer du électro-rock avec ce que je fais, genre. Tu peux pas comparer ce que Haute fait. C'est pas les mêmes codes, c'est pas la même esthétique. Que j'aime beaucoup, que j'ai adoré découvrir, que j'écoute sa musique encore. Mais ça ne se compare pas. L'année où Petit Béliveau, je pense, c'est qui... Petit Béliveau, il était en finale avec qui? Là? Oui, j'avais checké ça. Je pense... il était en finale avec qui? Je me rappelle qu'il y avait Kerouac cette année-là, mais il s'était pas rendu en finale. Mais il y a une année où il y avait comme, je pense, c'est genre Émile Bilodeau, Crabe, qui était un band de punk, une guitare, un drum. Ouais. Genre... Puis là, t'as Petit Béliveau. Puis là, t'as Petit Béliveau. Puis là, t'es la tune folk acadienne. C'est donc ben subjectif comme finalité. 100%. C'est ridicule, là. Mais juste, moi, tu me demanderais c'est qui mon artiste préféré entre, je sais pas, moi, tu sais, pogne les tops de plusieurs genres. Ouais. Puis je me dis, mais c'est parce que je les écoute pas pour les mêmes raisons. Ben, c'est ça. Puis je les écoute pas au même moment. Puis ils me font pas sentir de la même façon. Puis... Moi, j'adore ce que Bilodeau fait. J'adore ce que les Stones font. Genre. J'adore ce que... Tu sais, mais parlant d'Émile, t'as souvent exprimé que c'est...
Un artiste qui t'inspire beaucoup. Ah, c'est l'artiste qui m'a le plus inspiré dans mon adolescence. En fait, le gars qui m'a donné envie de faire de la musique, en fait, d'écrire des chansons. C'est quoi dans son art qui t'a vraiment touché? Sa façon de faire des chansons que j'avais jamais vues depuis... Moi, j'écoutais les colocs quand j'étais jeune aussi, puis il m'a fait... Puis je pense qu'Émile, une de ses grandes inspirations, c'est Dédé aussi, mais j'ai retrouvé un certain Dédé en Émile, puis aussi le fait qu'il a été jeune. Puis j'ai commencé à découvrir sa musique, j'avais peut-être, je sais pas, 13-14 ans, puis il en avait 17-18. Fait que t'étais Avec son quand même album, proche de lui. J'étais comme, aïe, c'est possible. C'est aussi le gars qui m'a fait dire, tu sais, tu peux écrire des tunes, puis ces tunes sont très parlées. Moi, j'adorais ça. Ouais. Puis quand j'ai commencé à composer, c'était vraiment du Émile Bilodeau 2, là. OK. Tu sais, c'était vraiment ça que j'écrivais, puis c'était des tunes avec des très longs textes parlés très vite, tu sais. Mais ça c'est venu vraiment me toucher. Les thèmes abordés, évidemment, aussi. Je veux dire, je pense qu'Émile, ce qu'il fait, c'est quand même assez universel. Là. C'est des complaintes. Puis il parle si de je me ses trompe pas, sentiments. les deux, vous venez de la Rive-Sud. On vient de la Rive-Sud. Moi, je viens de Boucherville, lui, il vient de Longueuil. Mais tu sais, quand même deux banlieusards Oui, exactement. de la Rive-Sud qui ont connu à peu près la même réalité de jeunesse. Qui ont fait secondaire en spectacle, qui ont fait cégep en spectacle. Moi, le vidéo d'Émile à cégep en spectacle, avec c'est qui chante deux tunes, moi, c'est un des vidéos qui m'a le plus inspiré, tu sais, dans ma jeune carrière, mettons. Puis j'ai toujours suivi ce qu'il fait après, puis c'est devenu un... j'oserais... un ami, je dirais un ami à travers le temps. Tu sais, on se parle quand même assez... une couple de fois. Il a l'air d'un bon ami à avoir. Il a l'air de genre de... Tu sais, c'est le genre Jack. d'artiste, j'ai l'impression que t'as envie d'avoir comme chum. C'est un très bon Jack, puis dans le temps que je militais aussi pour le mouvement des jeunes souverainistes, il nous avait invités à déjeuner, genre, pour comme il voulait nous financer. En tout cas, c'est vraiment un gars avec un grand cœur, moi je l'apprécie beaucoup, puis il fait de la très bonne musique qui m'a énormément inspiré à être ce que je suis aujourd'hui. Puis à chaque fois, je pense qu'à chaque fois que j'étais dans un podcast, j'ai dit ça. T'as parlé d'Émile Bilodeau. Puis à chaque fois, j'y envoie, puis je dis bon, j'ai encore parlé de toi. Ouais, c'est bien correct. Mais non, il est vraiment smart, puis je le croise des fois sur la rue, puis on jase de mes projets, puis tout ça. Mais ouais, Émile, je te dirais qu'à cause de son franc-parler aussi, sa façon d'être à l'extérieur de la scène, sur scène, c'est la première fois que je découvrais ça. Moi, j'avais été comme emboîté dans une espèce de... que j'adore encore aujourd'hui, mais une espèce du classique québécois, là, du Paul Piché, des chanteuses à voix. Puis Bilodeau arrivait avec une dégaine vraiment de liberté là, pour moi. Là, genre d'être sur scène, puis de jouer, puis d'être là, puis d'être présent. Puis moi, j'avais besoin de m'exprimer à cette époque-là. Fait que c'est comme ça que je suis embarqué là-dedans. C'est comme ça que j'ai eu envie d'être 100% dans l'art, dans la musique, puis de vivre mes textes aussi sur scène. Puis comme je le fais encore aujourd'hui, la scène, c'est mon aspect préféré. Fait que c'est grâce à Émile, tout ça. Là. C'est vraiment grâce à mon écoute d'Émile, puis à aller voir des shows d'Émile, puis le voir sur scène, le voir dégoulinant de sueur, puis bien souriant, à prendre des photos après. Cette espèce de respect-là qu'il y a pour sa foule aussi, le public qui le suit. Un grand respect, une grande envie de partager aussi, de pas juste faire son show puis partir, de se demander qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens. Tu sais, moi, c'est beaucoup là-dessus que je me suis basé, puis je trouve que c'est l'attitude aussi. Même si je m'éloigne un peu en termes de style, puis en termes de plan de carrière, de où est-ce que je veux m'en aller par rapport à Émile, c'est l'attitude que je veux garder, puis c'est la bonne attitude qui m'a inculqué, en fait, sans le savoir. D'être présent, d'ouvrir les yeux, d'être là pour son public, de désirer en savoir plus sur les gens qui te font vivre. Je pense que c'est ça que j'ai envie. Puis de leur donner le maximum à chaque fois que tu peux. Puis de les respecter. De tout le temps donner son 100%. Exactement. Bah oui. C'est le fun quand tu rencontres un artiste puis qui est là, puis que c'est peut-être sa 20e personne qu'il rencontre de la journée, puis que tu lui dis que tu apprécies ce qu'il fait. Mais s'il est aussi là, puis merci beaucoup, tu sais, juste d'être là, d'être présent, d'être respectueux. Chris, que tu reviens à la maison, tu te dis, j'ai vu un bon show, puis en plus, il était fin. Exact. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est une mentalité que j'aime beaucoup. Seul problème, c'est que je suis mauvais pour parler au monde. Moi, on dirait que c'est la seule affaire, là. C'est le petit côté, genre, la personne vient me dire, hey, j'aime ce que tu fais, puis là, je suis comme, merci beaucoup. Ben, tu sais, moi aussi, je te dirais que j'ai eu de la misère. J'ai débloqué quand je me suis dit, non, j'ai pas le droit d'être bête ou de rien dire. Non, au moins, si ça te tente pas, fais semblant, tu sais. Of course, bah oui. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours eu de la misère. Après des spectacles, moi, l'affaire que j'ai envie de le plus faire, là, c'est de parler à personne, m'en aller chez nous. Oh shit, ok. Tu sais, genre, j'ai vraiment pas le goût de jaser avec
à la base, là, tu sais, j'ai vraiment pas le goût de genre. Puis, tu sais, après les spectacles, les gens, ils t'attendent, là. Genre, il y a des gens qui t'attendent, ils veulent te jaser. Surtout que je suis pas Justin Bieber, là. Je veux dire, les gens me voient accessible. C'est comme ça que je veux projeter mon image aussi. Je veux être accessible. Puis aussi, quand t'es dans une salle où le monde te voit la loge, c'est ça. On sait qu'il n'y a pas d'autre sortie d'où. Exactement. Puis, tu sais, mettons, je sors de scène, je fume une clope, je retourne, puis je jase au monde. Puis, ça, oui, des fois, c'est 15 minutes de. Puis là, ma soeur, elle t'a découvert sur Spotify. Mais c'est le fun après ça, tu sais. Au début, c'est beaucoup répété. Merci beaucoup, merci, c'est gentil, merci beaucoup. C'est vraiment cool. Wow, merci d'être venu. C'est ça. Mais après, tu look back, tu te couches dans ton lit, puis tu fais aïe, aïe, elle est venue de là pour me voir, puis elle a découvert ça là. Puis c'est grâce à telle pause qu'elle m'a découvert. Puis c'est super cool, là. C'est juste du positif, puis c'est du carburant aussi pour humain. On dirait que ça me fait penser à des fois en humour, tu sais, quand on arrive devant des shows, il n'y a pas beaucoup de monde. Tu sais, des fois, je me rappelle être arrivé dans des loges d'un show, je sais pas moi, il y a comme 6 personnes. Ouais. Puis là, on dirait que le monde sont en mode genre, ok, ça va être une petite soirée, on va y aller mollo, genre. Puis moi, je pense que c'est Frank Grenier qui m'avait donné ce conseil-là, puis qui m'avait dit, on s'en fout, peu importe combien de monde, faut tout le temps, tu sais, donne ton 100%. Il y a comme, ce monde-là, c'est pas de leur faute s'il y a pas beaucoup de gens, là. Tu sais, les 6 personnes qui se sont pointées, ben Chris, c'est les 6 personnes qui ont décidé de se pointer. Exactement. Fait que, of course, ça va pas être la meilleure soirée de ta vie, mais donne-toi au moins pour ces 6 personnes-là qui sont venues te voir. Ces 6 personnes-là, ils attendent rien de moins que le meilleur de toi. Là. Exact. Parce qu'il y a moins de gens dans la salle que t'as le droit d'être moins bon. Là. C'est le contraire. Justement, tu sais, vas-y. Ils sont 6, Chris, eux autres, ils vont s'en rappeler. Ils vont même dire, on était 6 dans la salle, puis il a donné un hostie de show. Exact. J'ai vu Ariane Roy au Théâtre de la Ville à Longueuil. Récemment, on était une gang, on était comme 10 à avoir acheté des billets pour aller la voir. C'était pour la fête d'un de mes amis. Puis on arrive là, il y a, pour vrai, c'est une salle d'à peu près 300, genre, assises. Il y a genre 20 personnes. Oh shit. Puis là, les portes ferment, puis on est comme, voyons donc. Merde. Puis on est comme, non, c'est pas vrai, on va y donner, genre... Puis là, on était comme, pauvre elle, pour vrai, comme, tu sais, Ariane, si tu regardes ça... Que toi, comme public, tu te dis, hey, je vais le donner toute mon énergie parce qu'elle en a besoin. Exact, puis on s'est jasé, on a jasé à Ariane après, puis on était comme, ouais, c'est... En tout cas, on était comme, ben merci pour l'énergie. Ben ouais. Mais tu sais, c'est toi, ça. tu peux relate comme performer toi-même. Clairement, tu sais, c'est ça. Puis moi, je suis comme, si se passe ça, j'aimerais ça qu'il y ait du monde. Fait qu'à comme 4e tune, on s'est levé, puis on est allé front row, puis comme... On était là, puis on donnait le plus qu'on pouvait. Puis elle a donné le même show que si on avait été 300 dans la salle. Puis ça, c'est incroyable, tu sais, de pas être déstabilisé par ça. Puis de dire, non, j'ai un show à donner, je vais le donner, puis ça va être la même chose, puis je vais donner la même énergie. Fait qu'on est sorti de là, puis je suis sûr que les 20 personnes qui étaient là, qui avaient des abonnements au Théâtre de la Ville, ils étaient contents de leur soirée. Ils ont passé un bon moment. Puis ils étaient comme, oh, Ariane Roy, il y avait 20 personnes dans la salle, puis elle a donné un hostie de show, puis elle avait de l'énergie. Tant mieux. Exact. Exactement. C'est de rester pro. Ouais, restez pro. C'est vraiment juste restez ça. Pro. C'est juste Restez pro. On est rendu à combien de temps, PA? Juste pour... 53 minutes. Ok, cool, parfait. Maintenant, ce que je me demande, c'est... Justement, là, t'es rendu là dans ta carrière, t'es rendu au point qu'on discute depuis le début, puis qui est quand même un très beau point. Comment tu vois ton futur, ou comment tu vois, mettons, la manière que t'aimerais emmener ta carrière en musique? Oh, c'est la grande question. C'est une grande question, Je me la pose souvent ces temps-ci, pas mal à tous les jours, parce que je suis au moment où je dois prendre des décisions par rapport à, par exemple, mon prochain projet, genre en musique. Puis là, ça amène plein de questions de je fais-tu un EP, je suis rendu à faire un album, j'envoie-tu des démos à des maisons de disques, qu'est-ce que je fais? Puis je te dirais que le voir à long terme, pour l'instant, c'est un peu la pire chose que je peux faire parce que je suis pas quelqu'un qui planifie dans la vie à la base et parce que planifier puis voir mais là, si je fais ça, il va y avoir telle conséquence, puis ça m'amène de l'angoisse puis de la peur. Ouais. Fait que moi, je pense que ce que je peux me concentrer, mettons, sur une échelle de 2 ans, là, mettons, c'est m'entourer de gens qui j'ai confiance pour travailler. Des gens qui ont des bonnes idées, des gens qui peuvent me supporter dans des moments où je suis dans un down de création, dans des moments où j'ai besoin d'un arrangement pour ça, puis je l'ai pas, où j'ai besoin d'une révision de texte, où j'ai besoin d'une pochette. Tu sais, tout ça,
je veux faire un clip, me prendre d'avance, qui sait que avec qui je vais travailler, avec qui je vais pouvoir pousser ce projet-là, auquel j'ai confiance, mais il m'en manque beaucoup quand même. Puis c'est ça que j'ai vu au Francouverte, il me manque beaucoup de travail quand même avant d'arriver à un niveau professionnel, puis avant d'arriver, puis d'avoir un projet sur la table, puis être comme, je suis vraiment fier de ça, puis on a fait tout ce qu'on peut faire. Fait que dans les 2 prochaines années, probablement que la route va être quand même assez escarpée, mais j'ai envie de jouer le plus possible. Ça, c'est sûr que je veux jamais arrêter de faire de la scène, là. Tant que je peux en faire, j'en fais, puis c'est juste du bonus faire ça, c'est du positif. Tu te fais découvrir, puis les gens spotent t'es qui. Fait que j'aimerais ça voyager un peu au Québec peut-être, faire un petit peu de scène un peu partout. Là, j'ai des nouveaux musiciens, on a agrandi le band, on est vraiment contents, j'ai un sax, tu sais. Fait que ça, avec ce band-là, pour la scène, je veux jamais arrêter. Puis pour mon prochain projet, pour ce qui s'en vient en termes de création, m'entourer, me faire un plan, réellement, ce que j'ai jamais fait de ma vie. Puis foncer avec ça quand ce sera le temps. C'est fucking cool. Je te cool. dirais, mais c'est sûr que je m'imagine pas vraiment... J'ai eu des grosses questions existentielles dernièrement, mais je m'imagine pas vraiment faire d'autre chose, finalement, que ça. Puis de toute façon, j'ai lâché l'école. Je veux dire, j'ai pas de plan B. Je vais Ouais, c'est ça, c'est que t'es rendu dans... Faut que ça marche. J'ai ma vie, je veux dire, j'ai plus vraiment d'excuses pour ne pas travailler avec ça. J'ai un loyer à payer, je suis bien où ce que je suis avec des gens que j'aime. Je suis né avec ce talent-là. Maintenant, il faut travailler très, très fort pour l'exploiter puis en faire le meilleur que je peux. Voilà. C'est une crise de belle vision, puis je me demande, justement, ce serait quoi ton dream feature, genre? Quelqu'un avec qui ce serait ton rêve de travailler sur un projet ou juste sur une toune ou sur... Daniel Bélanger. Oui! Ça, clairement. Ça, c'est ça. Fou. J'ai pas encore assez découvert sa discographie, là, honnêtement. Là. Moi, c'est mon number one ever. En fait, c'est le gars que je trouve le plus impressionnant dans toutes les facettes de son travail. Puis c'est clair que si je peux travailler avec ce gars-là un jour, ça va être quelque chose. Sinon, des gens comme Marianne Moffat, tu sais, toute cette gang-là, en fait, le Louis-Jean, c'est des artistes que je respecte énormément. Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, qui ont des très, très bonnes idées au niveau des arrangements. Puis c'est ça qui me manque, en fait, c'est l'aspect peut-être plus musical de mes trucs. Puis sinon, pour vrai, Céline. Ah, si, ça serait incroyable. Si je peux chanter une tune avec Céline un jour, là, ce serait malade. Je pense pas que ça va arriver, malheureusement. Fait que je fais déjà mon deuil, en fait, en parlant, mais... Ouais. Mais si Céline Dion tombe là-dessus un jour... On espère. Céline, fais un feat avec Émile, puis viens au podcast. Viens au podcast, puis on chante la tune au podcast. C'est ça. Je suis pas aussi nice que Julie Snyder. Elle viendra pas, je suis trop communiste. Ouais, je sais. Mais en même temps, depuis que René est parti, elle a viré wild un peu, on sait pas, tu sais. Peut-être qu'elle virait un peu alternatif. On n'est pas de bohème. C'est ça. Son époque bohème, elle a vendu à moitié ses souliers. Mais pour de vrai, j'ai l'impression qu'elle vit sa crise d'adolescence là, genre. Ouais, mais elle est tout le temps dans le 7 jours pour mille et une raisons. Ouais, exact. Elle est triste, comme, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe avec elle en ce moment, mais je sais que, mettons, juste après la mort de René, on dirait que là, elle vivait son adolescence. Ouais. Là, elle portait du linge, fuck all, pis elle était comme, c'est mon style maintenant. Là, elle portait du linge. Non. C'est bon. Prends des notes, yo. Parce que vous le savez pas, mais en dessous de cette table, il n'y a absolument rien. Non, mais pour vrai, on a-tu le temps juste pour... Ben oui. Let's go. C'est quoi ton top 5 musical, mettons, d'artistes? Oh mon c'est Dieu, difficile mon comme top question. 5 musical. Mais non, mais c'est une très bonne question. Je pense que je l'ai déjà exprimé plusieurs fois. Mon numéro 1, ce serait Kanye West. OK. L'artiste que ce gars-là... Cool. La personne... En fait, moi, ce que j'aime, mettons, c'est justement le fait que l'artiste est incroyable et que la personne étant controversée. Parce qu'on dirait que moi, ce que j'aime dans l'art, pis surtout maintenant, puis je trouve ça nice parce que en parlant avec toi, je réalise j'aime l'authenticité dans l'art et j'aime aussi le fait qu'on arrête d'essayer de nous faire croire que les artistes sont des gens parfaits. Ouais, OK. J'aime ça. J'aime cette vision-là de faire comme Chris. Un artiste, là, c'est pas Dieu, là. C'est pas des êtres légendaires. Non. C'est des êtres humains qui ont un talent, qui sont capables de faire des belles affaires, mais qui restent humains. Qui restent humains. Ils ont des défauts.
Puis ça me rappelle une anecdote, à un moment donné, c'était pendant la période où est-ce que Kanye West puis Kim Kardashian, ça allait vraiment pas, là, puis tu sais, il était rendu carrément stalker envers elle. Ouais, genre, il postait des affaires. Ouais, c'était de l'estime mal, puis j'ai décroché, là. ben vraiment, mais justement, moi, ce que je me rappelle, c'est qu'à un moment donné, on était à l'école de l'humour, puis là, il y a plein de monde qui jasait justement d'à quel point c'est une merde, puis à quel point c'est pas nice ce qu'il fait, puis ça se fait pas. Puis là, après, il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis qui était comme, yo, t'es pas fan de Kanye? Ouais. Pourquoi tu l'as pas défendu? J'ai pas à le défendre quand il a tort. J'étais comme, j'aime sa musique, mais j'ai pas à défendre le fait qu'il a des comportements problématiques. Ouais. Il a des comportements problématiques. Ouais. Est-ce que ça fait que j'aime moins sa musique? Non. Non, clairement. Mais est-ce que, tu sais, je vais pas commencer à dire non, c'est une bonne personne parce qu'il a fait Runaway. Non, je suis totalement d'accord avec toi. 100%. Clairement. Fait que, mettons, numéro 1 pour la créativité, tout ça. Ensuite, il y a Orelsan. Okay. En France. J'ai une passe, moi, ça. Orelsan, là, je pense que c'est le rapper de mon adolescence. OK. Puis je trouve aussi, tu sais, dans le côté être inspiré un peu dans la vie de ce gars-là, tu sais, un peu genre jeune de banlieue, un peu nerd qui... Ben, c'est une grosse partie de son succès, ça. Le fait qu'il ait été chercher ces jeunes-là de banlieue. Exact. Ça va sonner vraiment 2014 comme réponse, mais Skrillex. OK. Parce que tabarnak, tu m'amènes. C'est fou, hein? Mais ça, moi, je suis dans des zones qui sont très hétéroclites, là. C'est pour ça. Mais parce que lui, ce que j'aime de lui, c'est le fait que c'est un. On dirait que c'est un producer qui, peu importe ce que tu lui demandes de faire, il va être capable de le faire. OK. Ce gars-là, autant il a fait justement, tu sais, on l'a connu pour genre du gros dubstep, nanana. Ouais, les classiques de même. Mais on dirait que tout ce qu'il veut faire musicalement, il est capable de le faire marcher. OK. Fait que, mettons, je sais pas, moi, il y a un dude qui va lui demander un beat pour un rap, va être capable de le faire. Mais pour vrai, c'est des virtuoses, là. C'est vraiment des virtuoses de la musique. Puis lui, je trouve qu'il monte encore plus ce niveau-là. Intéressant. D'à quel point il est versatile puis capable de tout faire. Mettons, plus au Québec. Ben là, dans la relève, moi, il y a Kiroak que j'aime beaucoup. OK. Cool. Paul, salut Paul, j'espère que t'écoutes. Fait que beaucoup de rap en fait. Il y a quand même beaucoup de rap, cool. Je suis très rap. Nice. Puis mettons, si j'avais à finir avec une gang qui est pas rap. Ça peut être rap, hein. Moi, j'adore le rap aussi. Mais je suis très. Tu sais, avant, j'étais le jeune qui disait genre, j'écoute de tout. Ouais. Pour finalement réaliser, tous quand même un peu les mêmes affaires, buddy. Vraiment. C'est comme quand je dis, mais j'écoute Francis Cabrel puis Laurence Jalbert. Ouais, c'est ça. Non, mais j'écoute de tout. Ouais, quand même dans le même style. Ouais, c'est drôle. Ouais, puis j'essaie de trouver un cinquième. Hey, savais-tu que Tame Impala, c'était juste un gars? Ah, c'est pas non, c'est juste un dude! Chris! C'est là que ça sort! C'est là qu'on l'annonce. Fait que là, il est tout seul chez eux. Ouais, mais après, il engage un band pour aller sur scène. Puis là, il joue, il compose tout. C'est fou! Incroyable. Je pense qu'on peut pas terminer le podcast sur mieux que cette annonce-là. À thème. Émile Bourgault, man. Merci beaucoup de l'invitation. Merci à toi. Ça a été vraiment fun. Ça a été un plaisir. Écoute, si on veut te suivre, si on veut écouter ta musique, où est-ce qu'on peut trouver ça? On peut trouver ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram principalement, où je suis très actif, où je poste toutes mes dates de show, ces affaires-là, les nouvelles. Puis sinon, sur tous les bons sites de streaming, où il y a mes albums. Et suivez-moi, il va y avoir des shows. J'ai un show à Oshéaga le 31, ça va peut-être être sorti le podcast. Je pense que ça va être sorti après, malheureusement. Ça va être sorti après, en tout cas. J'ai eu un show à Oshéaga, ça s'est super mal passé, je suis tombé de scène. Non. Puis le 17... Avec de l'autotune comme Travis Scott. Oui, c'est ça. Puis le 17 août, je joue pour mon projet solo encore au Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, si ça vous tente... Et pas au FEQ. Ça... Non, et pas au FEQ. Mais si ça vous tente d'aller voir des grosses ballons, puis moi qui chante... Yes, sir. Allez-y. Très cool. Merci beaucoup encore. Merci à toi. Puis oubliez pas, Tame Impala, c'est juste un gars, mais Émile Bourgault, c'est 2 nains dans un trench coat. C'est la meilleure fois! Wow!